Épisode 1. Le cri derrière la haie. Je m'appelle Antoine Mercier. J'ai 34 ans. Je vis dans une petite commune près d'Avignon et je travaille comme électricien indépendant. Ma vie n'a rien. Des chantiers, des clients, un jardin que j'entretiens moi-même et des week-ends plutôt tranquilles. Ce samedi-là, je ne pensais à rien d'autre qu'à finir de tondre ma pelouse avant la chaleur de l'après-midi. Le bourdonnement de la tondeuse couvrait tout et c'était presque apaisant. Un rare moment où je pouvais laisser mes pensées se vider. Je venais de faire demi-tour près de là et quand j'ai entendu un cri, un vrai cri, clair, un peu paniqué, qui n'avait rien à voir avec un simple appel. J'ai arrêté la tondeuse, surpris, et je l'ai vue apparaître entre les branches, comme surgie de nulle part. Une jeune femme, essoufflée, les cheveux en désordre, un sac à l'épaule qui semblait avoir perdu sa fermeture. Elle m'a lancé, presque à bout de souffle. « Tu as un téléphone ? Le mien s'est éteint et je dois appeler quelqu'un. » J'ai hoché la tête sans réfléchir et je lui ai tendu mon portable. Ses mains tremblaient légèrement quand elle l'a pris. Elle a composé un numéro rapidement, comme quelqu'un qui le connaît par cœur. Elle a collé le téléphone à son oreille et, pendant quelques secondes, le silence est devenu lourd. Puis j'ai vu son visage changer, se vider de couleur. Elle a baissé le téléphone très lentement. « Il ne répond pas », a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas encore quoi penser. Il y avait quelque chose de mal caché dans son regard, une inquiétude profonde, comme si ce simple appel raté confirmait un pressentiment qu'elle portait depuis longtemps. Elle m'a rendu le téléphone avec un faible sourire d'excuse. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a hésité, a inspiré, comme prête à parler, puis s'est ravisée. « C'est rien. Enfin, j'espère. » Son ton disait exactement le contraire. Elle a reculé d'un pas, comme si elle s'apprêtait à partir. Mais ses yeux restaient fixés sur l'écran de mon téléphone, comme si elle espérait qu'il s'allumerait avec une réponse. J'ai senti une tension que je ne pouvais pas expliquer, un mélange de peur et de détermination. Cette femme n'était pas venue me demander un téléphone par hasard. Elle cherchait quelqu'un d'important. Avant de s'éloigner, elle m'a demandé son prénom. « Laura » m'a-t-elle dit. Puis elle a ajouté à voix très basse. « Je suis désolé de vous déranger. » C'était important. Elle a tourné les talons. Mais après 3 pas, elle s'est arrêtée, comme si une pensée venait de la frapper. Elle s'est retournée vers moi, le souffle court. « Si jamais ce numéro appelle, vous pouvez me prévenir ?» J'ai acquiescé. Elle m'a remercié et est partie à vive allure par la petite route. Je suis resté devant ma tondeuse silencieuse, avec la sensation étrange que ma journée venait de changer de direction sans que j'aie eu mon mot à dire. Épisode 2. L'appel qui change tout. Le lendemain matin, je n'avais toujours pas oublié le visage de Laura. J'avais même gardé mon téléphone près de moi toute la soirée, au cas où ce fameux numéro rappellerait. Rien. Pas un message, pas un appel. Le silence complet. Je me disais que je ne la reverrais sans doute jamais. Mais en début d'après-midi, alors que je rangeais du matériel dans mon garage, j'ai entendu quelqu'un s'approcher. C'était elle. Laura, les traits tirés, le regard encore plus inquiet que la veille. « Je suis désolé de venir sans prévenir », a-t-elle dit. « Mais vous n'avez rien reçu, n'est-ce pas ?» Je lui ai tendu mon téléphone pour qu'elle vérifie elle-même. Elle a regardé l'écran comme si elle espérait un miracle. Mais il n'y avait rien. Elle a serré les lèvres, puis a fermé les yeux quelques secondes, comme si elle essayait de retenir une vague d'émotion. Je lui ai proposé de s'asseoir sur un tabouret dans le garage. Elle a accepté, mais ses mains ne restaient pas en place. Je lui ai demandé, doucement, qui elle essayait de joindre. Cette fois, elle n'a pas détourné le regard. C'était mon frère. Il s'appelle Louis. Il a disparu depuis 3 jours. On a signalé sa disparition, mais on me dit d'attendre. D'attendre encore. Je ne peux plus. Il n'a jamais passé une seule journée sans répondre à mes messages. Elle parlait vite, comme quelqu'un qui a essayé de se convaincre de garder son calme trop longtemps. Il y avait une détresse sincère dans sa voix, le genre que l'on ne peut pas feindre. Je lui ai demandé s'il avait des problèmes, des ennemis, quelque chose qui pourrait expliquer cette absence. Elle a secoué la tête. Non, rien de tout ça. Il dessinait, il travaillait à temps partiel dans une boutique de matériel d'art. Il adorait sortir en vélo, surtout vers la vieille ferme abandonnée au nord du village. C'est là qu'il avait l'habitude de s'isoler pour peindre. Elle respirait saccadée. Je voyais qu'elle se retenait de plairer. Je savais que je n'avais aucune raison logique de m'impliquer, mais quelque chose dans sa manière de parler me touchait profondément. « Je vous emmène, si vous voulez, » ai-je dit. « On peut aller voir autour de cette ferme. » Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et d'espoir. « Vous feriez ça pour moi ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mes clés.
Elle s'est levée, a inspiré profondément, comme si un peu de poids quittait ses épaules. Nous roulions depuis moins de 5 minutes quand mon téléphone, posé entre les sièges, a vibré soudainement. Un message anonyme venait d'arriver. Laura se penchait instinctivement vers l'écran. Les mots étaient simples, froids, presque mécaniques. Arrêtez de chercher. J'ai senti mon ventre se nouer. Laura, elle, est devenue pâle comme si son sang avait disparu d'un coup. Ses doigts se sont agrippés à la portière. « Comment ils ont votre numéro ?» a-t-elle murmuré. « Comment ils savent que je suis avec vous ?» Je n'avais aucune réponse. Je ne savais même pas si nous devions continuer. Mais une chose était sûre. Ce message n'était pas une coïncidence. Quelqu'un savait que Laura ne cherchait pas simplement à joindre un proche. Elle s'approchait de quelque chose que certains voulaient cacher. On continue quand même, ai-je dit. On n'abandonne pas à cause d'un message anonyme. Elle a hoché la tête, d'abord timidement, puis avec une détermination nouvelle. La route vers la ferme s'étendait devant nous, silencieuse, presque trop calme, comme si elle savait ce qui nous attendait. Épisode 3, la vérité dans la ferme abandonnée. La route qui menait à la vieille ferme serpentait entre des vignes et des champs déjà brûlés par le soleil. Je conduisais en silence, mais je sentais Laura se raidir un peu plus à chaque virage, comme si elle s'attendait à voir surgir quelque chose au bord du chemin. Le message que nous avions reçu ne quittait ni ma tête, ni la sienne. Arrêtez de chercher. Il n'y avait rien de plus clair, ni de plus inquiétant. Quand la ferme apparut, délabrée, couverte de tuiles manquantes, envahie par les herbautes, un frisson me parcourut. Je n'étais jamais venu ici, mais je comprenais pourquoi Louis l'aimait pour peindre. Le lieu était vaste, silencieux, presque coupé du monde. Trop coupé, peut-être. On descend, ai-je dit doucement. Laura a hoché la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. Nous avons traversé la cour jonchée de vieux outils rouillés et de planches brisées. À chaque pas, le bois pourri craquait sous nos pieds. Laura répétait le nom de son frère à voix basse, comme pour s'assurer qu'il pouvait l'entendre. Rien ne répondait, sauf le vent qui passait entre les murs. « C'est là », murmura-t-elle en montrant le grand hangar au fond. Il venait ici pour peindre. Je poussai la porte métallique qui grinça violemment. Une odeur de poussière et de peinture séchée envahit l'air. Des toiles inachevées étaient éparpillées au sol, certaines barbouillées de couleurs sombres. Sur une table, des pinceaux encore tachés témoignaient d'un départ précipité. Et puis je vis le rucksack, un sac de randonnée bleu, posé contre un mur, exactement comme si quelqu'un l'avait laissé là avant de disparaître. Laura se précipita dessus et l'ouvrit avec une urgence désespérée. Des vêtements, des crayons, un carnet de croquis déchiré. Elle s'est assise au sol pour l'examiner, tournant les pages une à une. Les premières étaient des paysages, puis des portraits de villageois. Rien d'étrange, jusqu'à ce qu'elle arrive aux dernières pages. « Antoine, regarde ça !» Je me suis accroupi à côté d'elle. Les dessins n'étaient plus des portraits. Ils représentaient un homme, toujours le même, vu sous différents angles. Une silhouette large, des lunettes carrées, une barbe soigneusement taillée. Et sous un dessin, un nom inscrit rapidement. Bron. Le nom me disait quelque chose. Un entrepreneur local, connu pour ses rénovations rapides et ses méthodes parfois douteuses. Un type influent. Trop influent pour qu'on ne parle de lui que légèrement. Laura feuilletait encore le carnet, et soudain elle s'arrêta sur une page arrachée brutalement. Le bord du papier était irrégulier, comme si Louis avait voulu retirer quelque chose en urgence. « Il s'est passé quelque chose ici », dit-elle d'une voix faible. Et Louis l'avait compris. Je l'ai aidé à se relever, mais je sentais la tension monter en moi. Si Louis avait découvert quelque chose concernant Bron et ses affaires, alors le message reçu prenait un tout autre sens. Ce n'était pas un avertissement général. C'était une menace directe. Et maintenant, nous étions impliqués. On devrait partir, ai-je dit. Revenir avec la police, ou au moins prévenir quelqu'un. Non, répondit-elle immédiatement. Ils ne m'ont pas prise au sérieux. Ils ne viendront pas pour une intuition ou un carnet de dessin. Elle regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne nous observait. Le silence était pesant, presque étouffant. J'avais la sensation désagréable que quelqu'un était passé ici récemment. Des traces de pas dans la poussière? Pas à nous. Plus fraîches. On n'est pas seul, chuchotai-je. Laura m'a serré le bras. Je n'avais pas de preuves, mais je savais ce que j'avais senti, une présence invisible mais réelle. Nous avons reculé vers la sortie sans faire de bruit. Le vent s'était levé, faisant claquer une vieille porte au loin. Laura sursauta. Moi aussi. Quand nous avons enfin atteint la voiture, je jetai un dernier regard vers le hangar. Une ombre avait bougé. Je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu, mais je savais une chose.
Quelqu'un voulait vraiment que nous nous éloignions. Et si Louis avait laissé ses dessins ici, ce n'était pas par hasard. Il avait essayé d'avertir quelqu'un. Peut-être seulement sa sœur. Peut-être nous deux maintenant. On reviendra, dit Laura, quoi qu'il arrive. Et cette phrase, prononcée avec une détermination que je n'aurais pas imaginée la veille, changea tout. Épisode 4, la nuit de confrontation. Le soir même, après être rentrés du hangar, l'air entre Laura et moi était chargé d'une tension sourde. Nous étions restés un long moment assis dans ma voiture devant sa petite maison, sans parler. Le carnet de croquis reposait sur ses genoux comme une preuve accablante que personne ne voulait voir. Elle fixait les pages arrachées, puis la couverture abîmée, comme si elle espérait y trouver un indice qu'elle aurait raté. « Tu crois vraiment que Bron est impliqué ?» ai-je demandé. Elle ne m'a pas répondu tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur la route, vide, silencieuse, éclairée par un lampadaire qui clignotait faiblement. Louis avait peur de lui, murmura-t-elle enfin. Il ne me l'a jamais dit clairement, mais chaque fois qu'il parlait de ses projets de rénovation, il devenait nerveux, comme si quelqu'un l'observait. Ces mots me firent frissonner. J'avais déjà travaillé indirectement pour Bron, sur un chantier où les délais imposés étaient si courts qu'ils en devenaient dangereux. Il avait l'argent, les contacts, les moyens de se protéger. Et surtout, il avait ce regard dur de ceux qui ne supportent pas qu'on leur résiste. Je raccompagnai Laura jusqu'à sa porte. Elle hésita à entrer. « Tu veux rester un moment ?» ai-je proposé, en voyant ses mains trembler malgré elle. « Non, il faut que je trie mes idées, et que je relise le carnet. Je te rappelle si je trouve quelque chose. » J'ai insisté pour qu'elle prenne mon numéro une seconde fois. Elle l'a entré, puis s'est retournée vers moi. « Antoine, merci. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi aujourd'hui. » Je n'ai rien répondu. Je n'avais pas l'impression d'avoir vraiment aidé. Louis restait introuvable. Et quelqu'un nous surveillait. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je gardais mon téléphone à proximité, craignant qu'un autre message arrive. Vers minuit, alors que j'essayais de me raisonner, un bruit sourd retentit devant chez moi, comme quelque chose qu'on cogne contre un portail. Je suis sorti aussitôt, inquiet, et là, dans la lumière de mon Porsche, j'ai vu une silhouette massive s'éloigner, trop grande pour être un visiteur ordinaire, trop furtive pour être innocente. Bron, j'en étais certain. Il avait cette démarche reconnaissable, un mélange de lourdeur et de contrôle contenu. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire en venant jusque chez moi, mais son message était clair. Il savait que nous avions trouvé quelque chose. Je m'apprêtais à rentrer quand mon téléphone vibra. « Antoine, viens. S'il te plaît. » C'était Laura. Sa voix était tremblante, affolée. Je n'ai même pas pris le temps d'éteindre les lumières. Quand j'arrivai chez elle, elle m'attendait devant la porte, en manteau, les yeux rouges. « Il y avait quelqu'un dans le jardin, » dit-elle. Je l'ai entendu marcher près de la fenêtre. Et quand j'ai appelé ton nom, ça s'est arrêté. Je fis un tour autour de sa maison, mais il ne restait que des traces légères dans la terre fraîche. Assez nettes pour comprendre que quelqu'un avait véritablement surveillé l'intérieur. Laura serrait contre elle le carnet de Louis, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à lui. « On doit aller à la police. » ai-je insisté. « Maintenant. » Mais elle secoua la tête. « Ils vont dire que je me fais des idées. Que Louis est parti volontairement. Je les connais. » Je respirai profondément. Je savais qu'elle avait raison. Dans les petites communes, les crimes n'existent que lorsqu'ils sont impossibles à ignorer. Alors il ne nous restait qu'une option. « On y retourne » dit-elle soudain. « À la ferme. » Ce soir, je l'ai regardé, stupéfait. L'idée me paraissait insensée. Et pourtant, une part de moi savait que si quelqu'un voulait nous dissuader, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose à cacher. Nous sommes montés dans ma voiture. La route était sombre, silencieuse, éclairée seulement par les phares qui découpaient les contours des arbres. Lorsque nous sommes arrivés, la ferme se dressait dans la nuit comme une carcasse noire. À peine avions-nous franchi la cour que j'entendis des pas lourds, rapides, qui se rapprochaient. Laura s'agrippa à moi. Je sortis ma lampe et balayai l'obscurité. La lumière accrocha une silhouette. Bron. Et il n'était pas seul. Son regard se fixa sur nous, dur, menaçant. « Vous n'aviez rien à faire ici, » dit-il d'une voix glaciale. Je fis un pas devant Laura. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Bron avança, mais avant qu'il n'arrive jusqu'à nous, un autre son retentit. Un gémissement étouffé. Un appel faible. Laura pâlit. Louis. Nous nous sommes figés. Et Bron, surpris par le bruit, tourna la tête vers l'entrée du sous-sol. Ce fut le moment où tout bascula. Épisode 5, un appel, puis une promesse. Tout se passa en quelques secondes.
Le gémissement venu du sous-sol résonnait encore quand Laura se précipita vers la trappe dissimulée sous les planches. Bron voulut l'arrêter, mais je me suis interposé, déterminé, animé par une force que je ne me connaissais pas. Il m'attrapa par le col, essayant de me repousser, mais je m'accrochais. Laura dégagea la petite poignée métallique et ouvrit la trappe d'un geste sec. Une odeur de poussière et d'humidité monta, suivie d'un murmure étouffé. « Laura, c'est toi ?» La voix était faible, mais reconnaissable. « Louis !» Elle descendit l'échelle sans hésiter, malgré l'obscurité. Je tenais toujours Bron en respect, mais sa force brute me débordait. Il finit par me pousser violemment au sol. Heureusement, au même moment, des gyrophares bleus illuminèrent l'extérieur du hangar. Une voiture de police venait d'arriver, alertée par un voisin qui avait vu notre véhicule repartir dans la nuit et avait trouvé ça suspect. Bron recula, surpris, cherchant une échappatoire. 2 agents déboulèrent dans la cour en criant son nom. Il tenta de s'enfuir par la sortie arrière, mais ils le maîtrisèrent sans difficulté. Je me relevai aussitôt et me précipitai vers la trappe. En bas, la lampe de Laura éclairait un espace étroit, humide, où Louis, attaché à une poutre, respirait difficilement. Ses joues étaient creusées, ses vêtements sales, mais il était vivant. Laura coupait la corde avec un morceau de métal trouvé au sol. Louis s'effondra presque dans ses bras. Elle le serra contre elle, incapable de retenir ses larmes. Il murmura quelques mots, à peine audibles. Je savais qu'il me surveillait. Je voulais juste dessiner. Je n'aurais pas dû voir ses dossiers. Laura lui caressa les cheveux, murmurant que tout était fini. Je descendis pour les aider à remonter. Délicatement, nous tirâmes Louis hors du sous-sol. Les policiers, après avoir sécurisé le hangar, l'installèrent dans leur voiture pour l'emmener à l'hôpital. Laura monta avec lui, mais avant de fermer la portière, elle me prit la main. « Tu as sauvé mon frère, Antoine. Je ne l'oublierai jamais. » Je n'ai rien répondu. Le simple fait qu'il soit vivant suffisait. Les semaines suivantes furent un mélange d'interrogatoires, de rapports, de nuits sans sommeil. L'enquête confirma tout. Bron utilisait la ferme comme entrepôt clandestin pour cacher des documents, des marchandises douteuses et parfois des gens qu'il voulait intimider. Louis avait dessiné bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Il avait sans le vouloir mis le doigt sur ses activités illégales. Quand Bron s'en était aperçu, il l'avait enlevé avant que les dessins ne circulent. Le procès fut rapide, surtout grâce aux preuves retrouvées dans le hangar et aux témoignages de Louis. Bron fut condamné à une longue peine de prison. L'atmosphère du village changea. Les regards autrefois méfiants envers Laura se transformèrent en respect. Quant à Louis, il recouvra lentement la santé et recommença à dessiner, cette fois avec une prudence nouvelle. 1 an plus tard, la vie avait repris un rythme apaisé. Je m'étais rapproché de Laura d'une façon que ni elle ni moi n'avions préméditée. Ce n'était pas une histoire née d'un coup de foudre, mais d'un combat commun, d'une peur partagée, d'une confiance construite pas à pas. Louis, toujours souriant malgré ses cicatrices, se plaisait à dire que son enlèvement était la meilleure mauvaise chose qui lui soit arrivée, car il lui avait permis de me rencontrer. Ce jour-là, je tondais encore ma pelouse, comme la toute première fois. Le soleil était haut, le bruit régulier de la tondeuse berçait mes pensées. Quand je coupai enfin le moteur, j'entendis une voix familière derrière moi. « Tu as un téléphone ? J'ai besoin d'appeler quelqu'un. » Je me retournai. Laura se tenait là, une enveloppe blanche à la main, un sourire malicieux sur le visage. « Appeler qui ?» ai-je demandé en riant. « Mon futur mari, si tu veux bien. » Le reste se passa presque naturellement. Je n'ai pas prononcé de discours. Je lui ai juste pris la main et glissé la bague dans sa paume. « C'est moi que tu appelles maintenant, » lui ai-je dit. Elle m'a sauté dans les bras. Louis a applaudi depuis la terrasse. Le soleil éclairait le jardin, comme s'il approuvait lui aussi ce dénouement. Et pour la première fois depuis longtemps, tout était simple, tout était clair, et tout était fini. The End.